Good afternoon to you, viewers. Thanks for joining us in this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Julien Beth, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Les travaux sont perturbés au stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé. Plusieurs dizaines d'employés sont en grève depuis hier et réclament une dizaine de mois de salaire impayé. En colère, les travailleurs ont séquestré les responsables de l'entreprise italienne en charge de la mise en œuvre du projet. Aménagement et entretien routier dans les municipalités de Douala. La mairie de Douala 5e accuse le délégué du gouvernement, le docteur Fritz Tonnet, de plomber les efforts du maire Gustave Ebanda dans l'entretien d'une voirie déjà dégradée au quotidien. Les précisions de Farel Bounia et Jean-Paul Chouniat. Dans la commune de Douala 5e, l'essentiel de sa voirie urbaine est en lambeaux. Nids de poules et autres crevasses ornent ces différents axes routiers. Parcours Vita, Makepe Ron Poulain, Makepe Saint-Tropez, Mosquée MRS Mbangué et bien d'autres sont un chemin de croix pour les usagers. Vraiment ça c'est terrible. Depuis la route, si elle est abandonnée comme ça, là, vraiment comme vous voyez, l'autre côté là, ils ont commencé à arranger. Oui, ils ont bien arrangé, mais le côté ils ont complètement abandonné. Il y a le grand creux là, ça dépasse les pneus comme un bonjour. Donc ça ne va pas, nous souffrons beaucoup sur cette route-là. J'ai la moto, mais je ne peux pas passer sur cette route. Je suis obligé d'aller passer au goudron, là où c'est même interdit aux motos. De leur plainte à n'en plus finir depuis des années, ces usagers accusent la mairie de Douala 5e de négliger l'entretien et l'aménagement de toutes ces routes. J'attire l'attention, le maire, lui-même, de faire un tour de ce côté, voir comment nous souffrons, de passer voir l'état de cette route de Douala 5e. Ça ne vaut pas la peine dans Douala 5e avec l'état de route. De tous côtés, à gauche comme à droite. Monsieur le maire, vous êtes nous écouter. On en a marre. Si vous pouvez avoir pitié de nous les citoyens, parce que c'est pour les papiers, on achète, on a tout. Et au moins pitié de nous. Sur sa page Facebook, la mairie de Douala 5e rejette le tort sur la communauté urbaine de Douala, tenant pour principal responsable le délégué du gouvernement qui plombe la volonté des maires d'arrondissement d'aménager leur municipalité. L'article dit: la démission de la CUD à Douala 5e n'est plus à démontrer, vu l'état de dégradation avancé de ces grands axes routiers. En attendant le jour où Dieu le Père, super maire de la CUD, se réveillera de son long sommeil. Tentant sans succès au téléphone d'avoir la version de l'hôtel de ville de Douala dans cette affaire, il convient de rappeler que lors d'une descente sur les différents chantiers de Douala il y a 2 semaines, le docteur Tonnet Fritz faisait la promesse de transformer sous peu toute la ville de Douala. Que cache donc en sourdine cette guerre larvée mairie de Douala 5e, communauté urbaine de Douala, à l'approche des municipales? Mettons le cap sur la région de la Damawa où un jeune homme simule son enlèvement. Le jeune Mohamedou Abo a fait croire à sa famille qu'il avait été kidnappé et que ses ravisseurs exigeraient la somme de 300 000 francs CFA pour sa libération. Le récit des faits avec Innocent Abega, Farel Bounia et Xavier Foka. Mohamedou Abo, âgé de 31 ans, simule son propre enlèvement. Pour le faire, il part de Ngaoundéré pour Menganga, situé à près de 100 km de la capitale régionale de la Damawa. Je suis arrivé là-bas, j'ai pris une auberge là-bas. La nuit, là, j'ai appelé mon oncle. Je lui ai dit qu'après ici, il faut qu'il envoie 200 000 pour qu'Abo rentre. Bon, j'ai passé la journée, la nuit, j'ai pris la voiture pour Maïgana. Demain, nous sommes envoyés l'argent dans le compte MTN. Donc c'est comme ça que je suis rentré. Revenu à Ngaoundéré après obtention de la somme demandée, il est exploité par la police qui découvre la supercherie. Pour estorquer de l'argent à ses propres parents, il a fait couler du sang dans sa chambre, donnant l'impression à ses parents qu'effectivement il a été pris par des bandits de grands chemins et que si l'argent, les 300 000 n'étaient pas donnés, ça en était fini pour lui. Mohamedou Abo passe aux aveux et justifie son acte par le fait qu'il devait rembourser une dette de 200 000 francs CFA à un créancier au Tchad. Pris de remords, il regrette son acte. Et depuis le jour que je suis rentré à la maison,
Je suis regretté d'avoir fait ça. Et j'ai parlé même à mon oncle. Je suis vraiment regretté d'avoir fait ça. Ça m'a arrivé, je ne sais pas ce qui est arrivé. Donc il faut que tu m'excuses, tu me pardonnes. Donc, je ne fais plus jamais ça. Ainsi de suite. Donc j'ai parlé avec mon oncle. Il m'a pardonné. Le cas Mohamedou Abo, qui a semé la peur dans sa famille et le voisinage, permet aux autorités d'être davantage sur ses gardes. Nous déplorons le fait que cette forme d'insécurité monte d'un cran. Il ne s'agit plus de complicités diverses, mais maintenant on monte d'un cran pour se faire auto-enlever. Voyez-vous, je crois qu'il y a matière à réflexion. Et nous allons veiller au grain pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Avec l'insécurité grandissante et les cas d'enlèvement récurrents dans la région de la Damawa ces derniers mois, l'on se demande si ce ne sont pas autant de cas que celui de Mohamedou Abo. Dans le chaudron de la crise anglophone, le Cameroun fait face à un extrémisme violent aux conséquences néfastes pour les populations. Si des observateurs pointent un doigt accusateur sur la malgouvernance qui pousse les populations à chercher d'autres voies de survie, des experts réunis à Yaoundé scrutent des méthodes ou des mesures préventives pour atténuer la montée de l'extrémisme au Cameroun. Joël Essengue et Aïk Cyril. 6 régions au moins sur 10 au Cameroun font face à une crise sécuritaire. La crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'afflux des rebelles centrafricains à l'est, la lutte contre Boko Haram dans les régions septentrionales. Sur les raisons de ces crises, les observateurs pointent la malgouvernance. Il y a aussi des spécificités, par exemple la mauvaise gouvernance, le manque d'accès à l'éducation, l'absence d'opportunités et surtout la démographie de cette région est très spécifique. Le 50% de la population a moins de 20 ans parce que les jeunes, s'ils n'ont pas d'opportunités, trouvent après d'autres chemins qui ne sont souvent pas des chemins adéquats. Pays frontaliers du Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine ne sont pas épargnés par ces crises à répétition. La situation pourrait même s'étendre à toute l'Afrique centrale. Les experts parlent d'un extrémisme violent qui n'est pas propre au continent africain, mais qui découle très souvent à la fois de la radicalisation, de l'instrumentalisation et de la manipulation. Il y a une manipulation, il y a une instrumentalisation, par exemple de la religion, des personnes se présentant comme des islamistes par exemple, alors qu'elles ne connaissent rien des versets du Coran, de même que l'instrumentalisation de l'ethnicité. Pour pouvoir mener le désordre et le chaos, on utilise ces domaines qui sont des domaines sensibles. Mais le gouvernement également doit s'assurer qu'il y a un minimum pour prévenir la tentation de l'extrémisme au niveau des jeunes qui n'ont pas de travail, qui sont oisifs et qui sont attirés par des sommes qu'on leur donne, qui leur paraissent des sommes importantes, mais en fait, il n'y a pas d'importance à ces sommes-là, parce que ce sont des sommes de la mort et de la destruction. Il y a quelques années, le secrétaire général des Nations Unies notait que l'extrémisme violent compromet la paix et la sécurité, tout autant qu'il bloque l'exercice des droits de l'homme. L'extrémisme violent est un frein au développement. Aucun pays n'est à l'abri de ses effets. Réunis à Yaoundé, les experts planchent sur la question à la faveur d'un atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités pour la prévention de l'extrémisme violent en Afrique centrale. Depuis à peu près 2015, après le lancement du plan d'action du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour la prévention de l'extrémisme violent, la communauté internationale a pris la balle au bond et a essayé de faire en sorte que ce sujet ne soit pas simplement un sujet qui se gère au niveau de la réponse sécuritaire militaire, mais qu'il soit un sujet qui est discuté dans une approche transversale avec des personnes qui viennent des milieux académiques, de la société civile, du monde des médias, pour essayer de trouver les raisons fondamentales pour lesquelles on n'arrive pas à contrer l'extrémisme violent. Les acteurs institutionnels et civils au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine sont particulièrement interpellés. Organisé par le Centre africain d'études internationales, diplomatiques, économiques et stratégiques, CIDES, l'atelier de Yaoundé fait suite à plusieurs autres tenus notamment à Dakar, N'Djamena, Alger et Maroua.
Il est question de rechercher les mesures préventives afin d'atténuer la montée en puissance de l'extrémisme violent dont les conséquences sont néfastes pour les populations. Prévenir vaut mieux que guérir. Ils sont 35 000 réfugiés camerounais au Nigeria du fait de la crise anglophone. Ces chiffres sont du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Le HCR explique ce boom par la persistance des combats dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Des statistiques qui pourraient s'aggraver dans les prochains mois. Dalastiana et Marcian Djomo. Dans ce pointage, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés fait une peinture très sombre de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Selon ce rapport, la crise a déjà causé le déplacement d'environ 500 000 personnes. La détérioration de la situation humanitaire fait craindre davantage de déplacés dans les prochains mois. Sur les 437 000 déplacés actuels en raison de la crise anglophone, 246 000 sont issus de la région du nord-ouest, 105 000 du sud-ouest et 86 000 des régions de l'ouest et du littoral. Parmi eux, de nombreuses femmes et plusieurs enfants qui vivent dans une précarité extrême, sans infrastructure de santé, d'éducation, d'eau ou d'assainissement de qualité et en quantité. L'on compte aussi, selon ce rapport, près de 35 000 exilés camerounais en terre nigériane. Pour venir en aide à cette masse humanitairement en danger, le HCR a besoin de près de 184 millions de dollars, dont 35,4 pour l'assistance vitale de toute urgence. Ce montant rentre dans le plan 2019 de réponse humanitaire du HCR qui plaide pour un soutien international. Le Caïman Club de Douala pleure son président Adolphe Loting Samé. Il est décédé hier jeudi de suite de maladie. Adjoint au maire de Douala 1er, il était président de la coordination départementale du STF dans le Vouri. Je vous propose à présent de suivre les témoignages de l'entraîneur et quelques joueurs du Caïman Club de Douala. Je m'apprêtais pour venir au rassemblement parce qu'on avait un match capital aujourd'hui contre Savannah. Bon, la nouvelle est tombée sur le plan mental. J'étais affecté et que je suis arrivé, puis tout le monde était affecté, comme vous le constatez. C'est un lion qui est tombé et puis bon, l'adversaire aussi a compati avec nous au point où on a demandé le report du match. Je m'appelle Ngoka Motassino, le capitaine du Caïman Club de Douala. Je suis vraiment touché, très touché parce que c'est un monsieur humble, c'est un grand président pour moi. Il va nous manquer énormément même, parce que c'était un grand président, énormément. Et il était souriant avec nous, il était doux, et on causait, on dialoguait. Et il était toujours en entraînement avec nous, il nous motivait. Moi je m'appelle Lobé, je suis le vice-capitaine de Caïman Club de Douala. Et on s'est sympathisé, on causait très bien avec lui. Et j'ai été content de lui jusqu'à présent. Quand il m'a recruté dans le Caïman, il était très content de recruter un gardien comme moi. Le Caïman est en deuil. Et comme nous sommes en deuil, on va tout battre pour qu'on puisse monter le Caïman Club de Douala. En économie, l'État et la Banque africaine de développement réfléchissent ensemble sur le financement du secteur privé. Il se tient à cet effet dans la capitale économique depuis hier et ce pour 2 jours, les journées d'échange pour la promotion et le financement du secteur privé. Innocent Abega et Kedjara. Quand on m'appelait, je m'apprêtais pour venir. Et nous vous le disions que l'État et la Banque africaine de développement réfléchissent ensemble pour le financement du secteur privé. Il se tient dans la ville capitale, ici à Douala, et ce pour 2 jours, des journées d'échange pour la promotion et le financement des journées ou du secteur privé. Innocent Bega et Kedjara. Les hommes d'affaires et investisseurs du secteur privé rencontrent quantité de difficultés qui nuisent fortement à leur expansion. Dans un environnement rendu austère, fragile et contraignant par la chute des cours mondiaux de matières premières, des crises sociopolitiques, sécuritaires et humanitaires, vient s'ajouter le sempiternel problème de financement. Le problème que nous avons ici au Cameroun, c'est celle des garanties. Si la Banque de développement
peut travailler avec le gouvernement de la République pour mettre en place un fonds de garantie pour le PME, les entrepreneurs, les inventeurs. Ce projet du président de la République qui est atteindre l'émergence en 2037 sera réalisé même avant le temps. Une réalité bien connue des investisseurs internationaux. Nous sommes tous conscients que sans l'inclusion financière, sans l'accès au crédit, nos économies resteront ce qu'elles sont, des économies qui peinent à arriver à leur potentiel. Au-delà de l'accès au financement, les promoteurs d'entreprises soulèvent des difficultés structurelles liées à une mentalité rétrograde. Il y a des banques de développement ou les structures comme l'Union européenne, la BAD, qui donnent l'argent aux banques nationales. Cette banque-là reste avec cet argent et préfère prêter l'argent et ils font rentrer même cet montant au bailleur de fonds. Une attitude qui a empêché de nombreux hommes d'affaires d'avoir accès à un financement qui aurait pourtant pu donner du tonus à leur entreprise et multiplier des emplois. Ce d'autant plus que les potentiels investisseurs veillent à la bonne utilisation des crédits octroyés. Nous, la Banque africaine de développement, nous ne sommes pas là pour jeter l'argent de la communauté internationale par la fenêtre. Nous suivons de près comment nos crédits, même si c'est des lignes de crédit qu'on fait, que ça soit utilisé à bon escient. C'est pour réfléchir à cet ensemble de thématiques que se tiennent depuis ce jeudi à Douala les journées d'échange sur la promotion et le financement du secteur privé camerounais. Des journées organisées par la Banque africaine de développement en synergie avec le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Nous travaillons avec le gouvernement, nous travaillons avec nos autres partenaires pour nous assurer que effectivement cette problématique de financement du secteur privé, ce n'est juste pas un slogan, mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler puisque cela dépend vraiment de la croissance de nos économies et de l'inclusion des populations pour bénéficier de la richesse que l'on crée. En éducation, plus précisément dans l'enseignement supérieur, le Cameroun multiplie les partenariats à l'international. L'université de Douala vient de signer des conventions avec des universités françaises afin de s'arrimer aux normes internationales. Innocent Béga et Gladys Sidi. Le Cameroun multiplie des stratégies pour trouver des solutions aux problèmes liés à l'employabilité des jeunes étudiants en fin de formation universitaire. L'internationalisation de l'enseignement supérieur en vue d'un transfert de compétences semble être la voie la plus explorée. L'université de Douala, comme bien d'autres, mise sur le développement des partenariats à l'étranger. Notre partenaire, le Paris-Saclay, qui a l'expertise, sera d'un grand appui pour que nous renforcions nos capacités. Le renforcement des capacités, la réforme de l'enseignement supérieur ou encore l'ouverture à de nouveaux métiers sont autant de points auxquels il faut s'attaquer. Pour nous, c'était important de voir à la fois le monde académique et bien sûr l'université de Douala, partenaire privilégié, mais avec une problématique d'insertion professionnelle, d'employabilité. La vision que nous avons aujourd'hui, c'est de rassembler le monde académique et le monde professionnel pour trouver un travail à la jeunesse camerounaise, donc faire le lien avec l'industrie, les PME, l'insertion professionnelle. C'était cet ensemble que nous voulions voir aussi. Les conventions signées par l'université de Douala profite à toutes ses composantes ainsi qu'aux instituts supérieurs dont elle est la tutelle, des partenariats de formation dont bénéficient enseignants et apprenants. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good afternoon once again. Good afternoon once more, Julien, and to you viewers, good afternoon. Thanks for staying with us. Information reaching us from Yaoundé, the nation's political capital, says striking employees at the Paul Biya Stadium in Olembe are about to besiege the head office of the PCNA Group in Bastos. The company is in charge with the construction of the football pitch. This is as a result of a failed negotiation yesterday to pay salaries of the disgruntled workers ranging from 6 to 8 months. It was a tension that reigned yesterday at the Olembe Stadium, and the project manager, Fabre Benoit, almost molested. It was thanks to forces of law and order who calmed the angry workers. Works at the Paul Biya Stadium have halted as these workers have downed their toes.
And now on to something else. More than 100 men in my 16 Boya have reportedly been arrested from their homes early today by the military and ferried into trucks to unknown destination. Meantime, sources report of military raids in Kwekwe, a locality in Moyoka this morning after fire exchange with separatist fighters late yesterday. Same sources say only a mentally defective man was picked up and detained as the vicinity witnessed a complete ghost. And gun battle currently rents the air between separatist fighters and the military in Moyoka, as sources stress. It is a ghost town in the two English-speaking regions of the country today, as the Amazonian leaders Julius Seko, Ayuk Tabi and Co. appear at the military courts today for another hearing. Now, the United Nations Refugee Agency is appealing for urgent funding to cater for displaced Anglophone Cameroonians of the armed conflicts in the two English-speaking regions. It says the number of displaced persons in Cameroon and Nigeria might increase due to the deepening socio-political impasse. More in this report. Recent statistics from the United Nations High Commission for Refugees indicate that out of 437,000 internally displaced persons of the Anglophone crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon, about 351,000 are in the two English-speaking regions, right by armed conflicts between separatists and the military. According to the UN Refugee Agency, about 246,000 are in the southwest region, 105,000 in the northwest, and 86,000 in the littoral and west regions. It goes on to say the deadly conflict has also forced over 35,000 English-speaking Cameroonians to seek asylum in Nigeria. The UNHCR believes that with the fighting continuing, this number is expected to rise. Reaching to these victimized Anglophone Cameroonians, the agency says now requires $184 million, equivalent to about 108 billion francs CFA, for its operations in Cameroon and Nigeria, including $35.4 million, equivalent to about 21 billion francs CFA, needed urgently for critical life-saving assistance. To the UNHCR, the most affected groups of persons are women and children who are fleeing the violence between the military and Amazonian fighters. It added in its statement that most of the Anglophone Cameroonians are living in overcrowded conditions without proper shelter or health and sanitation support. Underfunding and insecurity, the agency has restricted protection and assistance activities to affected populations. The safety of women, children, unaccompanied and separated minors, people with disabilities, and the lactating and pregnant women are of deep concern to the agency in light of increased protection incidents and the severe underfunding. Some of the most frequently reported security incidents include destruction of homes and properties, extortion, torture, and inhumane treatments like rape, sexual assault, and sexual exploitation. In Nigeria, the United Nations High Commission for Refugees says social services, health facilities, and education are desperately needed by the Anglophone refugees being hosted in settlements and more than 47 villages along the border. These refugees, according to the agency, have been relying on humanitarian assistance to meet their basic needs. And according to the Human Rights Watch, in its recent report on the Anglophone crisis Thursday, at least 170 civilians have been killed in the two English-speaking regions since October last year. The Human Rights Watch accuses government forces in Anglophone Cameroon for killings, use of indiscriminate force, and burning of houses over the past 6 months. The group says it based its findings on interview with 140 victims, family members, and witnesses between December and the month of March. According to the Human Rights Watch report, still another 31 members of the security forces were killed in operations
elections between October and February. It indicated that the death toll is most likely to go higher as the armed conflicts continues. The Human Rights Watch also blamed separatists for assault and equally kidnappings dozens of persons during the same period and equally executing at least 2 men. We now talk about the civil society organization whose members have accused bad governance, lack of job opportunities to have contributed to extremism in most regions of the country. They equally mentioned the fact that the limited social amenities are provided to the population, reason why they go hostile. More with Babla Jonathan. Muhammadu Abo, 31 years old, is the latest to have fallen into the dragnet of security officials in Gaundere. He had pretended to have been kidnapped by unknown persons at Menganga. According to the culprit, he had rented a room in Menganga from where he demanded that his parents should pay the sum of 200,000 francs CFA for him to be released. Thanks to the investigation of security officials, Muhammadu Abo was arrested, a thing that was appreciated by Adamawa's regional governor. The case of Muhammadu is very ridiculous to collect money from his parents. Now we have another kind of hostage taking. I want to congratulate the forces of law and order of this town for the marvelous job they have done. It should be noted that the 200,000 francs that was demanded by Muhammadu Agbo was money he was owing someone in charge. The act of Muhammadu Agbo comes at a time when kidnapping and demanding for ransom has become a tradition in Gaundere, which has been witnessing an increase in insecurity. That was Rodas Manjikan Gabriel reporting there on a 31-year-old man in Gaundere in the Adamawa region who pretended to have been kidnapped and later cabled fake calls to his parents demanding the sum of 200,000 francs CFA to be paid the kidnappers. And now we come back to your report by Babla Jonathan telling us how civil society organization members have said extremism in Cameroon has been caused by bad governance and equally the lack of basic social amenities provided by governments to the local population. They equally mentioned the fact that the lack of jobs have equally contributed. Babla Jonathan reports. Socio-political and security crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon, Boko Haram in the far north, kidnappers in the Adamawa, Seleka rebels in the east region, all attributed to governance flaws. La mauvaise gouvernance, le manque d'accès à l'éducation, bad governance, lack of access to education, absence of opportunities, and youths, if they don't have opportunities, they will turn to other ways which are not often the best. S'ils n'ont pas d'opportunités, trouvent après d'autres chemins qui sont souvent pas des chemins adéquats. Neighboring Chad and the Central African Republic are in the same boat of what experts have qualified as violent extremism emanating from radicalization and other ills. Il y a une manipulation, il y a une instrumentalisation, par exemple de la religion. There is manipulation of religion, for example. People present themselves as Islamists but do not know a single verse in the Quran. Some use ethnic lines to create disorder and chaos. Government should provide the minimum assistance to help young and jobless people who are idle and attracted by the money proposed to them to resist the temptation of extremism. Au niveau des jeunes qui n'ont pas de travail, qui sont oisifs et qui sont attirés par des sommes qu'on leur donne. Meeting in Yaoundé, stakeholders and experts from Cameroon, Chad and the Central African Republic discussed better strategies to stop the spread of extremism across the Central African sub-region and Africa at large.
We now talk about the partnership agreement that was signed yesterday between the University of Douala and the partner program with the Université Paris de Sade. That was yesterday, and the aim is to curb youth unemployment in Cameroon. Immaculate Fogwe reports. The gap between the training offered in higher institutions of learning and exigencies of the job market remains one of the major causes of rising youth unemployment rate in Cameroon. The Cameroonian government has been striving to close this gap over the years, and this is the raison d'etre of the partnership program signed between the University of Douala and Université Paris-Saclay. We have particular expertise with experimental, for example, in the IUT of Cachan, where we have a lot of platform, industrial platform, where we can increase the expertise in these fields, in this domain, and we can share our expertise to develop this platform in Cameroon. For example, with the IUT of Douala, we want to increase, to mutualize this platform, and so to maybe to share and to exchange people to develop this expertise in your country. The rector of the University of Douala says the collaboration of both schools will go a long way of enhancing the quality of professional training delivered in the university and private higher institutions of learning under his supervision. They are more specialized in terms of developing technical fields. The support of Paris-Saclay will put addition, expertise, and will help our product, because our product will be quite efficient when they go to enterprise and in the domain of industry. The University of Paris-Saclay was established in 2015 with the aim of becoming a top-ranking research-focused French federal university. The university equally has its aim of contributing and maximizing the economic and business potential through research. That's the end of this edition of the 12 p.m. Bilingual News Cast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another comes up at 4 p.m. Julien Beth, see you at 4 p.m. Vous l'avez dit, nos Sénazés, le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.